Merci beaucoup, Nogueï, qui est à l'origine de ce débat de ce soir. Merci beaucoup à la directrice, Madame Valérie Lebros, qui a bien voulu nous accompagner également pour ce débat d'idées autour d'un thème, d'une thématique très sociétale, très d'actualité. Bonsoir à tous. Je me présente d'abord. Je m'appelle Anna Rocha, je suis journaliste, chef du service culture et médias de la radio RFM, la radio Futur Média. Je sais que beaucoup de gens doivent connaître. Donc j'ai l'honneur de modérer ce soir ce débat avec d'éminentes personnalités du secteur des médias, mais également de la sociologie. À ma droite, on a Adiara Sissé, ma consoeur, et les journalistes à la 2S TV. À l'extrême droite, le professeur, à l'extrême gauche, le professeur Djibi Diaraté, sociologue. Juste à côté, vous avez Madame Yacine Diagne. Elle est politiste, elle est enseignante, chercheur, elle dirige le département radio au niveau du CESTI, l'école là où on forme les journalistes au Sénégal. Et juste à côté de moi, il y a justement le créateur de contenu, Amadou Lamine Ndiaye, ou bien on va dire Lamine. Voilà, c'est avec eux qu'on va échanger ce soir autour de cette thématique, l'impact des médias, mais aussi des réseaux sociaux dans notre quotidien. Je dois avouer qu'après 14 ans d'expérience, ce que je constate, c'est qu'il faut dire que les médias ont connu une grande transformation, pour ne pas dire une transformation radicale, et les réseaux sociaux sont un peu venus bouleverser notre quotidien à nous aussi, journalistes et organes de presse. On ressent une forte envie des populations de s'exprimer. Et dans cette expression-là, Madame la directrice le disait tout à l'heure, il y a du bon, il y a du pas bon, il y a du moins bon. Dans surtout la désinformation crée énormément de dégâts. C'est ma perception des choses. Je ne sais pas si, Adiara Sissé, est-ce que, avec votre expérience de journaliste également, vous avez cette même perception de l'évolution des médias ici au Sénégal? Ta question, elle est très pertinente dans la mesure où, aujourd'hui, on connaît les médias traditionnels comme étant, en tout cas moi, de mon expérience, on fait de très loin. Je voyais le journalisme comme un rêve pour moi. Je voulais l'exercer parce que je voyais des personnalités qui avaient une influence sur moi. Je voyais des ténors du journalisme et je les voyais, ça me donnait envie de vouloir faire pareil. Mais maintenant, aujourd'hui, je me pose cette question, est-ce que les jeunes aujourd'hui, quand ils nous regardent, est-ce qu'ils ont envie d'être comme nous? Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, fort est de constater que le journalisme, avec l'arrivée des réseaux sociaux, de l'Internet, je vais dire, on a eu du mal, en tout cas, à s'adapter. Dans la mesure où, je crois que les professionnels de médias, ils ont très très tard pris conscience de l'évolution du numérique. Donc, ils sont restés très dans leur bulle de traditionnalistes. Et donc, je crois que on a laissé trop d'espace sans éducation numérique. Et donc, du coup, je crois qu'il y a beaucoup de dérives qui sont venues et qui ont fait qu'aujourd'hui, le journalisme est exercé par tout le monde. On a parlé tantôt de Lamine qui est créateur de contenu. Quel contenu il va s'expliquer, mais nous, on a quand même ce regard par rapport au contenu qu'on voit sur les réseaux sociaux, fait par des gens qu'on juge qui ne sont pas des professionnels de l'information. Donc moi, avec... Est-ce que, en tant que professionnel, justement, tu te sens menacé, hein, entre guillemets, le terme peut-être un peu fort, est-ce que tu te sens menacé par des gens comme Lamine, justement, qui ont envahi le quotidien de bon nombre de gens? Il ne faut pas être hypocrite, on se sent menacé, bien sûr. Parce qu'avant, quand on était en école de journalisme, on nous disait, oui, mais bon, apprenez les choses, mais bon, les médias vont disparaître, hein, les médias traditionnels. C'est vrai qu'on a eu ce petit débat avant même d'arriver ici. Moi, je suis sûre que les médias traditionnels vont
plus ou moins disparaître, parce qu'il y a cette évolution qui arrive, peut-être il faut se réinventer, mais aujourd'hui, l'exercice du journalisme est menacé par tout le monde, en fait. Tout le monde peut aujourd'hui, même les enfants de 12-13 ans, peuvent aujourd'hui s'intéresser à un sujet. Les informations sont disponibles sur Google, ils peuvent aller... et quelle information il faut tirer de ces canaux? Parce que aujourd'hui, on peut avoir des informations, mais est-ce que nous, l'œil qu'on a de vérifier ces informations, de pouvoir les diffuser, de prendre le temps de vérifier, de voir s'il y a des études, s'il y a d'autres médias qui en ont parlé pour pouvoir faire ce travail de vérification, ce n'est pas forcément ce qu'on retrouve avec les créateurs de contenu. Aujourd'hui, sur YouTube, tu trouves beaucoup de vidéos qui vont te parler de sujets précis. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est tellement bien fait que tu te dis, bon, on peut y croire ou pas, mais nous, en tant que professionnels, on a ce regard. Je prends un exemple, ma mère, par exemple, elle vient, elle me dit, elle montre une information sur TikTok, on va dire, elle me dit, c'est vrai. Donc c'est par rapport au conflit Israël-Palestine à Gaza. Donc des vidéos où il y a des gens qui dénoncent en fait le massacre qui s'y passe, et souvent il y a des montages de vidéos où des gens sont en train d'exploser, qui volent limite. Et ma mère, elle y croyait vraiment. Elle me dit, mais c'est grave ça, tu as vu les gens, ils volent comme ça parce que les bombes... Et moi je regarde ça et j'ai peur, parce que je me dis, c'est vrai qu'il y a des lanceurs d'alerte, ce qui est bien, on est dans un pays de démocratie, il faut aussi le dire, que le Sénégal fait partie des rares pays africains où cette liberté d'expression existe encore. Et le fait de voir cette manipulation, que j'ai dû convaincre ma mère que ce n'était pas vrai du tout, que certes il y a des morts, mais pas comme ça, et même le fait de choisir nous, parce que nous, les médias traditionnels, ce qu'on fait, c'est que quand on voit une information, même si on voit du sang par rapport à un accident ou quelque chose comme ça, on fait de telle sorte qu'on ne va pas heurter la sensibilité. Mais aujourd'hui, avec les créateurs de contenu, rien n'est filtré. Donc il n'y a pas ce travail professionnel que nous, on nous exige de faire. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, oui, certes, c'est plus sensationnel, les gens adorent ça. Forcément, ils vont trouver plus d'audience que nous, parce que nous, on filtre et on veut être responsable. Donc c'est là où se trouve peut-être ce petit problème, on va dire. Et pour te répondre aussi, oui, on se sent menacé dans le sens où, aujourd'hui, on y reviendra peut-être dans les interventions, les médias sont confrontés à un gros problème de financement. Et ils ne recrutent pas beaucoup. Là, tout à l'heure, je t'expliquais que si je finis ici, demain, je vais me réveiller à 5 heures du matin, je vais faire le journal, je vais faire une autre émission, parce qu'il n'y a pas de bras, il n'y a pas assez de monde pour faire tout ça, parce qu'il n'y a pas de fonds. Aujourd'hui, les médias, ils sont en asphyxie économiquement. Et c'est dérivé à tout. On y reviendra. Ouais, on y reviendra. C'est vrai que les médias traditionnels, classiques, que ce soit presse écrite, radio, télé, tous traversent des moments assez délicats, et que certainement les réseaux sociaux, les créateurs de contenu en profitent également, mais que nous aussi, on a des efforts à faire en ce sens, en termes d'accès au numérique et de proposition de contenu par rapport à nos lecteurs, à nos auditeurs, nos téléspectateurs. Professeur Djiby Diakhaté, le sociologue que vous êtes, quel regard vous portez sur l'utilisation et l'évolution de nos médias? Je parle des médias sociaux et des médias traditionnels. Oui, puisqu'on a parlé de pouvoir, je crois qu'un élément constant, c'est que le verbe confère à l'individu du pouvoir. Oui. Les conceptions philosophiques ont montré que le langage permet à l'individu, donne à l'individu, confère à l'acteur un certain pouvoir. Dans la Bible déjà et dans l'Évangile selon Jean, on note bien qu'au commencement était le Verbe. Oui. Dieu a créé le monde à partir du Verbe, il a dit soit et les choses sont. Dans le Coran, on parle de kun fayakun, c'est-à-dire le pouvoir du Verbe dont Dieu dispose et qui lui permet de créer. Donc le langage a un pouvoir créateur. Victor Hugo affirme quelque part qu'un guerrier n'a pas peur des armes, il a peur des mots. En réalité, c'est les mots qui blessent peut-être beaucoup plus massivement que les armes. Et donc, de ce point de vue-là, le langage confère à l'individu un certain pouvoir. Et lorsque Max Weber considère que l'État, c'est le monopole de la violence physique légitime, mais il faut aussi dire que l'État, c'est le monopole des mots, c'est le monopole du verbe. Oui. C'est pourquoi Louis Althusser a considéré que les médias, entre autres, font partie de ce qu'il appelle les appareils idéologiques d'État.
c'est-à-dire ce sur quoi l'État se fonde pour essayer d'exercer son pouvoir, pour essayer de développer son pouvoir. Alors dans les traditions africaines, il faut voir que le langage, le mot, a toujours été considéré comme un élément créateur. Le mot n'entre pas seulement dans le cadre de la communication interindividuelle, mais le mot a un pouvoir de création, un pouvoir de sauvetage, un pouvoir de sécurité. Et c'est pour cette raison que nous avons chez nous des noms de personnes comme Ken Bougoul, des noms de personnes comme Koutaï, des noms de personnes comme Yadi Kon, qui sont des noms de protection. C'est-à-dire quand on confère à une personne ce nom, c'est pour protéger cette personne, pour que les esprits maléfiques ne s'emparent pas de cette personne. La nuit, Anna Rocha ne voudra pas qu'on prononce son nom, parce que les esprits maléfiques sont présents la nuit et peuvent s'emparer du nom d'Anna Rocha. Donc il faut que je trouve un nom de substitution pour interpeller Anna Rocha la nuit. Donc ça veut dire que le langage a un pouvoir. Lorsqu'on joue le football, lorsqu'on fait un match de football Sénégal contre France, si je connais le nom d'un joueur français et le nom de sa mère, il y a possibilité, oui, c'est une vérité, il y a possibilité de le rendre inoffensif en agissant sur le nom de sa mère et sur son propre nom à lui. Donc on considère que de ce point de vue-là, le langage n'est pas gratuit, le mot n'est pas gratuit. Il faut nommer, dit Platon, comme il convient de nommer, avec le nom convenable et non comme il nous plaît. Et il ajoute dans le Cratyle que connaître Callias, c'est moins connaître Callias que l'homme qui est en Callias. Regardez bien ce qui s'est passé en 1235, nous sommes au Mali. Après la guerre de Kirina, la bataille de Kirina, les troupes de Souniata Keïta l'emportent sur celle de Soumaoro Kanté. Et après, c'est Souniata Keïta qui convoque une grande réunion que l'on appelle la rencontre de Kourougan-Fougan, et qui a conduit justement à cette charte de Kourougan-Fougan entre 1235 et 1236. Un des éléments, et on n'en parle pas souvent, un des éléments les plus importants de cette rencontre et de cette charte, c'est la gestion de l'information. Savez-vous que chez nous, le griot est quelqu'un qui bénéficie de zones franches? C'est-à-dire que si le fils du griot a un problème avec ton enfant, c'est que votre enfant a forcément tort. Le griot a toujours raison, parce qu'il jouit d'un espace de franchise. Alors cela est excessivement important parce qu'on considère qu'il est porteur de la parole. Il est porteur de la parole. Sans nous, les noms des rois tomberaient dans l'oubli. Comme le dit Balla Faseke, ce griot, qui est dans comment s'appelle, l'épopée mandingue, l'épopée mandingue de Djibril Tamsignan, Balla Faseke qui dit nous sommes les maîtres de la parole. C'est nous qui gardons l'histoire. C'est nous qui gardons la tradition. Et sans nous, mais c'est toute la société qui s'effondre. Voilà donc le pouvoir des mots. Le pouvoir des mots dans la religion, dans nos traditions, dans nos usages, dans nos coutumes. Alors aujourd'hui, ce pouvoir conféré aux techniciens de la parole, aujourd'hui aux journalistes, mais il faut voir aussi que l'information, c'est aussi le pouvoir. J'ai eu une amie c'est une collègue, qui est venue d'Evry, et qui était venue ici et qui m'a dit, bon, il faut que je l'aide à connaître un peu la ville. Alors moi, je me lève le matin, je lui dis, aujourd'hui, on va à Gorée. Le lendemain, je lui dis, on va vers Ngor. Et elle me dit finalement, mais toi, c'est toujours toi qui décides. Je lui dis, c'est moi qui connais l'information. D'accord? Donc c'est de ça qu'il s'agit. En fait, celui qui détient l'information détient le pouvoir. Maintenant, vous avez raison de mener ce débat-là. C'est qu'aujourd'hui, l'information n'est plus forcément entre les mains des journalistes des médias classiques. Alors aujourd'hui, nous avons une fragmentation des médias. Et ça, le quatrième pouvoir se partage. Mais justement, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Parce que n'oubliez pas qu'on est aujourd'hui dans un espace d'incertitude, dans un monde d'incertitude. Et même dans la science, on parle d'incertitude. Lorsque je veux observer un atome, je suis obligé d'utiliser un matériel observatoire, en l'occurrence le microscope. Or, le microscope, il joue sur deux registres. Le registre de l'agrandissement et le registre de l'éclaircissement. Il agrandit l'objet et il l'éclaire. Mais qui parle d'éclaircissement parle de lumière. Or, on sait en physique qu'aujourd'hui que toute lumière est composée de petits corps que l'on appelle des photons. C'est-à-dire qu'autour de la lumière électrique, vous avez des graines de poussière que l'on appelle des photons. Vous ne pouvez pas le voir parce que la lumière électrique est tamisée. Par contre, si vous êtes dans une chambre avec une toiture trouée, lorsque les rayons solaires passent par le trou, vous avez l'impression de voir un amoncellement de graines de poussière. Ces graines de poussière, ce sont les photons qui composent toute lumière. Donc, lorsque je veux observer mon atome au microscope, je le bombarde de photons. En conséquence, je change sa position et sa vitesse. Werner Heisenberg, qui est un physicien allemand, établit ce qu'il appelle une équation d'incertitude.
delta P, l'incertitude sur la position de l'atome, que multiplie delta X, l'incertitude sur sa vitesse, serait supérieur ou égal à H. H, c'est la constante de Planck qui est égale à 6,55, 10 puissance moins 27. Et il parle d'équation d'incertitude où nous sommes dans le monde de la microphysique. Tant et si bien que Einstein dit aux microphysiciens que Dieu ne joue pas au dé, c'est-à-dire que n'introduisez pas une incertitude exagérée dans la science. Dieu ne joue pas au dé. Et c'est Niels Bohr qui lui répond que ce n'est pas à toi de dire à Dieu à quoi il doit jouer. L'incertitude est en train de peupler notre univers. Et à partir des années 89, avec la chute du mur de Berlin et la perestroïka sous Gorbatchev, la glasnost, on a assisté à une sorte d'essoufflement des idéologies classiques, une sorte de fragmentation des idéologies, une sorte de fragmentation des offres politiques. Et à partir de ce moment-là, il est clair que l'information va suivre une fragmentation de l'information, une immédiateté de l'information, et on refuse de plus en plus la différence. La différence avec A et la différence avec E. Différence au sens de différer. Donc on n'accepte plus le fait de différer, on veut l'information tout de suite, et cette information chaude, immédiate, c'est une information que détient le mine, c'est ça, hein? Le mine, à partir de ce moment-là, n'est pas seulement créateur de contenu, il est créateur tout court. Oui. Et c'est ça qui confère à le mine beaucoup de force. Et en face de lui, vous avez quoi? Vous avez un auditoire, vous avez un public qui reste dans l'incertitude et qui a des problèmes de repère. Avant le repère sur le plan idéologique, madame, excusez-moi, on est extrême droite, extrême gauche, centre, libéral, etc. Mais c'est quoi maintenant? On ne sait plus. On ne sait plus. Est-ce que Donald Trump, c'est du socialisme, c'est du radicalisme? On ne sait plus. On est dans une situation d'incertitude en termes d'idéologie. Et cette situation d'incertitude idéologique, mais se déteint sur le plan aussi de l'information. C'est quoi la vraie information? Est-ce que telle information charrie des valeurs? C'est quoi la valeur? C'est quoi la valeur? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui ne l'est plus? Le média classique dit, moi je me soucie de valeur, je cherche le vrai. Qu'est-ce qui est vrai maintenant? Qu'est-ce qui est bon maintenant? Qu'est-ce qui est acceptable maintenant? Ce dont on est sûr, c'est que la manipulation, elle est massive pendant ces 3 périodes-là. Premièrement, avant les élections. Deuxièmement, pendant la guerre. Et troisièmement, après la chasse. Avant les élections, il y a beaucoup de manipulation. En période de guerre, il y a beaucoup de manipulation. Mais quand les gens reviennent de chasse aussi, beaucoup diront que j'ai tué un lion. Je crois avoir répondu à la question. Oui, merci beaucoup, professeur. Peut-être que tout à l'heure, on reviendra sur cet aspect-là, ce besoin effréné actuellement des citoyens de vouloir s'exprimer, notamment à travers les réseaux sociaux. C'est peut-être ça qui donne la force aux médias sociaux, ce besoin effréné pour les populations de vouloir s'exprimer. Lamine, je disais tout à l'heure, tu es créateur de contenu. Explique-nous déjà, c'est quoi ta démarche? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire, à être... Non, je ne vais pas dire blogueur, il n'aime pas ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire de la création de contenu? Dans quel domaine spécifiquement? Je rappelle tout à l'heure à ceux qui nous écoutent, après le tour de table, vous pourrez poser des questions à nos panélistes par rapport à vos ressentis, si vous avez également des questions par rapport à cette thématique-là. Lamine, tu as la parole. Oui, merci beaucoup, Anna. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Amadou Lamine Ndiaye. Déjà, avec la présentation, j'ai vu que vous avez insisté sur le mot Lamine. Déjà, donc, il y a une part de différence entre le virtuel et la réalité. Mais en ce moment, la frontière est en train de s'amenuiser. Et actuellement, moi, ce qui m'a poussé à commencer à créer du contenu, c'est un manque. En fait, j'ai éprouvé un manque depuis l'enfance. Parce que là, actuellement, tout le monde pense que Lamine est un historien. Alors que Lamine n'est pas un historien. Je suis juriste de formation, je suis de l'UGB et actuellement je travaille en secteur juridique et ressources humaines dans une entreprise de la place. Mais tout le monde voit que Lamine, c'est un créateur de contenu. En histoire, donc Lamine, c'est un historien. Et pourtant, on m'a taxé également de journaliste. Et il m'a fallu faire des tweets, faire des articles pour dire que moi, je ne suis pas journaliste, moi, je ne suis pas historien. C'est juste l'occasion qui fait la larron. Et maintenant, pour vous répondre à votre question, je dirais qu'actuellement, ce manque est partagé par beaucoup de personnes, par
beaucoup de jeunes surtout. Parce qu'actuellement, si vous prenez le cas de Twitter, on est moins d'1% à l'utiliser au Sénégal, par rapport à la population sénégalaise qui est de 18 millions et poussière. Et pourtant, moi qui suis là, je peux me retrouver le soir, on me renvoie la capture de mes publications. Par exemple, des fois, il y a un ami procureur qui m'envoie ça, il y a un ami policier qui m'envoie ça, il y a le vendeur de journaux, il y a le vendeur de tchaf qui va lire ça. Et pourtant, moi, je suis là, je suis juste avec ma connexion, avec mon téléphone et en train de partager cela. Donc, vous voyez l'effet. Mais est-ce que tu te préoccupes, Lamine, comme les journalistes, comme certains te prennent pour un journaliste, de faire l'effort de vérifier, de recouper certaines informations avant de les publier sur tes réseaux sociaux? Effectivement. Mais est-ce que tout le monde a cette préoccupation? Moi, de mon côté, je vais vous donner mon exemple, par exemple. Pendant les événements, entre 2021 et 2024, il y a eu beaucoup de manifestations, il y a eu beaucoup de morts et de saccages. Mais moi, par exemple, j'utilisais déjà les médias classiques. Parce que moi, au fort intérieur de moi, je me disais que les médias classiques, ils ont cette crédibilité. Ils ont des principes à suivre. Donc moi, ce que je faisais, je suis l'actualité en temps et en heure, les directs. Et derrière, je faisais... Ta source, c'était les médias classiques? Exactement. D'accord. Principalement. Si je ne suis pas sur le terrain, ou si des amis ne sont pas sur le terrain en train de m'envoyer des images, des vidéos et des informations. Et je faisais toujours le travail de recoupe. Voir ce qui est vrai, ce qui est faux, en comparant les informations. Et c'est après ce travail fait en temps et en heure que je fais la publication. Et il m'arrivait le soir où des gens qui m'appelaient pour avoir des informations. Est-ce qu'aujourd'hui c'est safe de sortir? Est-ce qu'aujourd'hui je dois aller dans ce lieu parce qu'il y a des manifestations, etc. Donc, beaucoup de personnes ont éprouvé le besoin de me suivre, de suivre les informations que je partage pour eux-mêmes se situer en temps et en heure. Donc, il y a un travail de recoupe, un travail d'information qui, au préalable, doit être basé sur une information vraie. Mais malheureusement, est-ce que tout le monde fait ce travail-là? Voilà. Donc, c'est juste pour revenir à ce que disait Hader tout à l'heure. Les médias classiques, là, ils doivent s'adapter. Certes, c'est vrai, mais ils ont toujours la priorité de l'information vraie. Parce que là, les réseaux sociaux, je dirais que c'est beaucoup de fake. Et beaucoup de personnes utilisent ça pour influencer la masse. Voilà, c'est ça. Professeur, c'est un domaine que Madame Yacine Diagne, elle maîtrise tout à fait. Yacine Diagne, je vous rappelle, elle est enseignante, chercheur, elle est chef du département radio au niveau du CESTI. Est-ce que vous avez ce sentiment-là que les réseaux sociaux ont contribué à amplifier la désinformation, les fake news, comme on dit en anglais? Merci. Je ne pense pas qu'ils soient les seuls responsables de la désinformation. Les médias traditionnels, dits traditionnels, sont aussi responsables de la désinformation. Je m'explique. Avant, il y a ce qu'on appelait dans le jargon journalistique l'agenda setting. Les médias imposent au public l'actualité, ce dont il faut parler aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les médias numériques. C'est entre eux, entre médias numériques, médias classiques, qui s'imposent ce dont il faut parler aujourd'hui. Si on prend l'exemple hier, toute la journée, que ce soit dans les médias numériques ou dans les médias traditionnels, l'actualité, c'était quoi? C'était entre l'Assemblée nationale et les convocations au niveau de différentes sections de recherche ou autres. C'était que ça. Pendant ce temps, il y a eu des universitaires qui ont été primés. Personne n'en parle. Justement parce que si quelqu'un en parle, si un média en parle, peu de gens vont l'écouter parce que ça ne les intéresse pas, parce que nous sommes dans une société orale. Il ne faut pas oublier l'oralité. Et donc, nous aimons bien la rumeur, c'est la réalité, l'information qui passe de bouche à oreille, l'information de cas rapide, du café du coin. Et donc, du coup, avec cette wolofisation à outrance, aujourd'hui dans l'information, moi je me rappelle, avant de faire mes études en sciences politiques, j'étais journaliste. À l'époque, si un journaliste ne parlait pas français, parce que c'est notre langue officielle, il faut le dire,
ces journalistes étaient déconsidérés. Donc, c'était les journalistes non formés qui s'occupaient du journal en Wolof. Aujourd'hui, si vous ne parlez pas Wolof, personne ne vous écoute. C'est clair. Donc, vous voyez. Et donc, avec ce système d'intermédiaire agenda sitting, même les médias dits traditionnels sont dans la désinformation. Je dirais le désordre de l'information. Parce que dans le désordre de l'information, il y a la désinformation, il y a la mésinformation, la malinformation et tout ce qui tourne autour. Et il y a des différences entre ces différents concepts. Peut-être qu'on ne pourra pas les développer ici, parce qu'on peut donner de l'information avec une intention de nuire, mais on peut donner une information parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas. Est-ce que vous voyez? Et si vous permettez, je réponds, la disparition des médias classiques, je ne suis pas d'accord. Parce qu'avec l'arrivée de la presse écrite, on avait prévu la disparition de l'imprimerie. La radio arrive, on dit qu'il n'y aura plus de presse écrite. La télé arrive, la radio va disparaître. Mais ce qu'on oublie, en Afrique, ici au Sénégal, il y a une fracture numérique à l'intérieur du pays. Les gens ont même du mal à capter les radios privées. Ils captent les radios communautaires. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de gens à l'intérieur du pays qui ne vous connaissent pas. Je suis désolée de vous dire ça, parce qu'ils n'ont pas de connexion. Il y a cette fracture numérique qui existe. Donc, je dirais que les médias, aujourd'hui, les réseaux sociaux ne sont pas les seuls acteurs de la désinformation, mais les médias classiques aussi y jouent. Aujourd'hui, par exemple, quelqu'un vous appelle et vous dit un journaliste professionnel, ça m'est arrivé plus d'une, parce qu'ils m'appellent, ils me disent, bon, vous êtes spécialiste de la communication politique, est-ce que vous pouvez commenter le discours de Ousmane Sonko? Ça, ce n'est pas une question journalistique. Moi, je ne réponds pas à ces questions-là. Qu'est-ce qui lui dit que j'ai regardé et j'ai écouté le discours? Rien. Mais il y a des questions à poser. Il y a un protocole d'interview. Ils ne le font pas. Est-ce que moi, si je réponds, je prends le risque de répondre, alors que je n'ai pas écouté, je serai dans la désinformation. Et lui, il va être l'élément clé de cette désinformation parce que c'est lui qui va diffuser. C'est le média qui diffuse. Est-ce que vous voyez? Donc, les médias traditionnels aussi sont des acteurs de la désinformation aujourd'hui. Oui, Adjara. Vous aurez la parole tout de suite. Accès à Internet. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on oublie, c'est que l'information, c'est un droit. Les gens, ils ont le droit à l'information. Donc, c'est comme l'éducation pour les enfants, c'est un droit fondamental. Mais non, je suis d'accord aussi sur le fait que cette fracture numérique fait que beaucoup n'ont pas accès à ce qu'on a, nous. Moi, je suis très citadine, hein, je l'avoue, j'écoute des podcasts, je télécharge des applications pour ça, mais ma grand-mère qui vit à Fongolémi, elle pourra pas faire cela. Je suis assez d'accord par rapport à ça. Mais non, pour revenir sur la manipulation par rapport aux médias, c'est quelque chose qu'on sait et qu'on vit dans les rédactions. Parce qu'aujourd'hui, j'étais dans cette dynamique de dire qu'il y a quand même le côté financier qui fait aujourd'hui que l'information est très manipulée. Je m'explique. Aujourd'hui, on sait que on a bien vu le ministère de la Communication sortir pour dire ouais, tel a reçu tel fonds. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il n'y a tellement pas de moyens par rapport à beaucoup de rédactions qui se créent parce qu'on a bien vu la prolifération des médias aussi, les sites internet, les chaînes YouTube. Aujourd'hui, tout le monde peut créer son média et s'appeler directeur d'une entreprise médiatique alors qu'il n'y a pas la formation derrière, il n'y a rien. On prend des pigistes qu'on ne paie pas, souvent, ça arrive beaucoup. Donc il y a cette précarité dans le traitement de l'information ou bien dans les médias, dans la profession qui fait que beaucoup tombent dans des dérives qui font qu'aujourd'hui, un homme politique peut commanditer un article ou bien même, comment on va dire dans notre jargon, la ligne éditoriale des médias font aussi cela. Parce que les gens, ils vont s'informer par rapport à des lignes éditoriales. Parce qu'aujourd'hui, on va écouter Walfadjri parce qu'on estime que c'est un média qui conteste, c'est un média assez dans le social, qui défend les intérêts des populations. On va écouter RFM ou
Futurs Médias parce qu'on pense qu'ils sont plus au centre, qu'ils ne prennent pas part. Je prends juste des exemples, hein, c'est des exemples, j'accuse personne. Mais il y a ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens, ils ont une perception des médias de par leur ligne éditoriale et qui fait que beaucoup, souvent, dénigrent des journalistes. Moi, j'ai été victime beaucoup de fois par rapport aux événements qui se sont passés avant le régime actuel. J'ai eu des débats où j'ai été accusée de prendre part pour des gens parce que ça n'arrange pas des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. Donc il y a cette manipulation aussi qui vient de la population, qui t'oriente finalement sur quoi tu dois parler, sur quoi tu ne dois pas parler. Moi, Adjara, très stressée à la base. Moi, je suis une stressée incroyable. Donc du coup, moi, je vois ça en plein direct. Je commence à paniquer. Je me dis, ouais, peut-être que je devrais penser à peut-être... parce que moi, je suis très virulente dans les débats. Et donc du coup, cette agressivité fait que les gens pensent que je suis pour quelqu'un ou je prends part pour une personne. Donc pour revenir à cela, moi je crois qu'il y a cet aspect financier qui fait qu'aujourd'hui les médias peinent à être objectifs. Il y a aussi le fait qu'il y a les publicités qu'on enlève et qui sont une partie intégrante du financement dans les médias. Maintenant les publicités souvent sont distribuées pour des lemines. Aujourd'hui, des entreprises ou trucs, ils vont aller voir des influenceurs au lieu d'aller vers les médias traditionnels parce qu'on pense que c'est beaucoup trop cher. Je le sais parce que je vois très bien, à chaque fois que j'amène un partenaire pour un truc, on le remballe parce qu'il me dit « ouais, c'est trop cher ». Donc je préfère aller voir sur les réseaux sociaux. Donc cela fait qu'aujourd'hui, il y a cette manipulation qui est causée par la précarité dans les médias et on le voit très bien qu'aujourd'hui au Sénégal, il y a une coupure, une fissure qui se fait dans les médias parce que même entre nous, on ne se regarde plus comme avant. Il y a une certaine méfiance, oui. En fait, c'est que les journalistes ne font pas leur autocritique. Les gens n'ont plus confiance en vous. Est-ce que vous le savez? C'est ça le problème. Vous n'avez plus de ligne éditoriale. Il n'y a plus de ligne éditoriale. Carrément. J'enseigne au CECI, je forme des journalistes. Je vois ici dans la salle, j'en ai quelques-uns. Mais vous n'avez plus de ligne éditoriale. Vous êtes dans la polarisation médiatique. Et cette polarisation médiatique va avec la polarisation politique. Médias dentelle du système ou médias de l'antisystème. C'est ça la réalité. Il ne faut pas se voiler la face. Et du coup, les gens n'ont plus confiance en vous. Et ça a des répercussions économiques. Justement parce que certaines entreprises ont peur de donner de la pub à certains médias parce qu'ils ont peur d'avoir des problèmes avec des gens qui sont contre ces médias-là. Est-ce que vous voyez, tout le problème vient aussi de là. Il n'y a plus de partis politiques. Ce sont des organisations politiques. Quand on prend le PASTEF, c'est une organisation politique. Quelle est l'idéologie du PASTEF? Le panafricanisme, oui. Mais est-ce que tous les gens du PASTEF connaissent ce que c'est que le panafricanisme? Non, je suis désolée. Le marchand ambulant qui est PASTEF, qui est un pur jus, ne connaît pas le panafricanisme. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il se reconnaît dans la politique du PASTEF qui est contre un système politique installé et qui lutte contre l'oppression, si vous voulez. Et c'est pareil, donc on parle d'organisation politique comme les médias aujourd'hui n'ont pas de ligne éditoriale. Parce qu'il ne faut pas oublier que les médias et les politiques, tous les deux, sont à la recherche du pouvoir. Les médias cherchent un public. Pour avoir un pouvoir, les politiques cherchent des électeurs pour posséder le pouvoir. Donc c'est pour ça que les médias et les politiques ne peuvent pas s'entendre. Et ce sont des associés rivaux. L'un a besoin de l'autre. Sans les politiques, les médias n'ont pas d'information, mais sans les médias, les politiques ne peuvent pas diffuser leur information. Et chacun d'eux est à la recherche du même public. Donc c'est ça qui pose problème entre les médias et les politiques. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, mais vous n'avez pas... Je suis désolée de vous le dire. Oui. Dans les médias traditionnels... Est-ce qu'il y a des réactions au sein du public? On a une question juste à côté. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle Julien Calipé, chargé marketing et communication NCA Bank. Donc, j'ai écouté l'ensemble des contributions que vous avez eu à donner, mais il y a un élément très important
que je pense qu'on oublie d'omettre, c'est la segmentation de la population. Aujourd'hui, vous allez prendre un Lamine, si je ne me trompe pas, qui est jeune, qui utilise un média qui est énormément exploité par la jeunesse et par une certaine tranche d'âge de la population. Vous allez prendre la dame qui est à côté, qui est journaliste, qui travaille dans les médias traditionnels, à la télé, qui est aujourd'hui suivie également par une tranche de la population. Moi qui suis un jeune professionnel de la société qui court tous les jours, à la descente, je n'allume pas ma télé pour regarder. Quand je conduis ma voiture le matin, si je tombe sur la radio, je roule mais je n'écoute pas. Parce que mon esprit est arrivé à un niveau où je me dis aujourd'hui, tout ce que la télé me dit, tout ce que ce journaliste-là peut me dire est potentiellement corrompu. Et tout ce que je vais trouver sur Google ou par mes propres recherches est potentiellement plus vrai. Uniquement parce qu'on a eu à voir, comme la dame l'a dit tout à l'heure, dans la société par mille et une moyens, que au fait, toute information diffusée est contrôlée ou guidée quelque part par quelqu'un vers un but spécifique. Dans mon travail aujourd'hui, quand j'ai une campagne à lancer, quand j'ai un produit à mettre en avant dans le secteur bancaire, nous, en tant que professionnels, on tend à mettre de côté les médias classiques. C'est très rare aujourd'hui de voir une institution qui va se rendre à côté d'une télé pour dire je vais diffuser une campagne publicitaire pour ça ou ça ou ça. Ça se fait encore. Mais si on compare ce ratio-là aux campagnes qu'on lance sur les réseaux sociaux, sur le digital, l'écart il est énorme. Énorme, pourquoi? Parce que l'impact qu'on a à travers les réseaux sociaux et le digital, il est imminent. Si je contacte un créateur comme Lamine, je lui dis, OK, je vois l'impact que tu as sur la population, je veux que tu mettes en avant tel produit. Lamine, il va me coûter moins cher, son impact sera plus direct, et il va mettre en avant ce produit-là par plusieurs moyens que ce média traditionnel-là n'aura pas. Je pense qu'aujourd'hui, les médias traditionnels se sont hissés, ou plutôt se disent qu'ils sont toujours sur ce piédestal-là et qu'ils n'ont pas envie de descendre de ce piédestal-là parce qu'ils se voient un peu comme les détenteurs du pouvoir, de la connaissance ou de l'information, ou un peu comme les juges, au fait. Ils sont là, ils gravitent, ils se disent, tous ceux qui sont en dessous, les influenceurs, les blogueurs, tous ces petits médias-là dépendent de nous, alors que c'est faux. Ces médias-là sont totalement indépendants. Il peut y arriver un fait dans la société aujourd'hui, vous allez voir un Lamine qui va descendre sur le terrain avec son téléphone, filmer sa petite vidéo, poser 2-3 questions, rentrer chez lui, faire son montage, publier. S'il est doté de bonne conscience, il va éplucher l'information, vérifier ce qui est avéré, ce qui n'est pas avéré, ce travail de fond dont il a parlé. Mais dans tous les cas, s'il diffuse l'information, l'impact il sera là. Comparé à ce média-là qui va travailler la même information, filtrer cette même information-là, publier ce qu'elle veut, ou en tout cas ce qu'ils veulent publier, pour X, Y raison. Alors que le public, la population, a besoin de l'information, qu'elle soit, comment je peux dire ça, qu'elle soit au fait brute, nette, peu importe l'impact qu'elle aura sur moi. Si c'est la guerre au Mali et qu'il y a 1 milliard de morts, dites-moi qu'il y a 1 milliard de morts. Ne me dites pas qu'il y a la guerre au Mali et que les gens sont en train de mourir en essayant de camoufler l'information. Alors que la personne, elle a besoin de savoir ce qui se passe exactement. C'est à elle de juger, au fait, si cette information-là, l'impact qu'elle a sur moi est positif pour moi ou pas. Mais je vous le concède, c'est bien d'épurer les informations. Mais au fait, aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où les gens cherchent à savoir exactement ce qui se passe. Et c'est ce que le digital, ou en tout cas les réseaux sociaux, donnent aujourd'hui dans le fond, que les médias classiques n'arrivent pas à donner, si je peux dire. Alors, excusez-moi, s'il y a un avion qui va tomber et qu'il y a des gens qui meurent à l'intérieur, vous supposez que la personne qui va filmer ça, assister, être le témoin de ce drame, devrait publier pour la sensibilité et le respect de la mort de ces gens, il devrait publier cela parce que faut du sensationnel, il faut donner l'information brute. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ces méthodes? Je ne parle pas du côté sensationnel de l'information. Ce que je veux dire, je reprends le même exemple.
l'avion qui va faire un crash. Supposons qu'il y a quelqu'un qui est en bas, qui voit le crash, qui filme, et on voit les gens mourir. Aujourd'hui, les médias, si on prend Instagram, TikTok, Facebook, ils mettent en place des méthodes de censure. On est d'accord? Ah, moi, j'en ai pas vu. Ah si. C'est possible. Non. C'est possible. Ça n'existe même pas, j'ai jamais vu ça. C'est possible. C'est possible. Mais bon. Il faut pas, je pense que ça, c'est un combat que les journalistes mènent. Il ne faut pas confondre les choses. Ceux qui sont des créateurs de contenu sont des créateurs de contenu, ils ne sont pas journalistes. Ils n'ont appris ni l'éthique, ni la déontologie, ni le recoupement de l'information. Et c'est ça qui crée justement de la désinformation et qui renforce la polarisation. Et malheureusement, moi, ce que je dis, c'est que malheureusement, les médias traditionnels ont tendance à copier sur ces gens-là, qui ne sont pas des professionnels de l'information, par le système de l'intermédiaire agenda sitting et qui accentuent. Non, ce ne sont pas des journalistes. Moi, je ne peux pas entendre ça. Vous pouvez le dire. Mais en tant qu'enseignante-chercheur en sciences politiques et en journalisme, qui forme des journalistes, je ne peux pas entendre cette comparaison. Ce ne sont pas des journalistes. C'est comme les lanceurs d'alerte. Il faut savoir que c'est un travail. Le premier lanceur d'alerte était journaliste. Aujourd'hui, on veut protéger les lanceurs d'alerte. Qu'est-ce que ça va donner? Les journalistes professionnels vont disparaître? Qui sera lanceur d'alerte au Sénégal? Quelqu'un qui n'est pas formé, qui va filmer la maison de M. Diakhaté pour dire qu'il est richissime et qu'il a volé l'argent public? C'est ça que vous voulez? Un travail journalistique, c'est de la science. On parle, quand vous prenez le CECI, c'est le Centre d'études de sciences et techniques de l'information. Le traitement de l'information est scientifique, ce n'est pas un jeu d'enfant. Je suis désolée de le dire comme ça, mais voilà. Mais professeur, ce serait justement intéressant d'avoir l'œil du sociologue par rapport à cette contribution-là. Oui. Comment expliquer cette méfiance-là qu'une partie de la population éprouve à l'égard des journalistes classiques? Qu'est-ce qui a amené cette méfiance-là, ce climat de non-confiance entre les journalistes classiques et la population, non, une partie de la population, particulièrement la jeunesse? Oui, moi, je voudrais dire deux choses. La première chose, c'est une information. L'information, c'est qu'Anna Rocha nous a dit au départ que vous avez 7 minutes pour faire vos présentations. Donc, il ne faut pas aussi que le public prenne plus de 7 minutes. Ouais. Tu n'as pas eu l'information. Voilà. Donc, c'est ça l'information. Alors, la deuxième chose, c'est que, oui, Madame de la 2STV, Madame Adjara a dit quelque part aussi que c'est la population qui s'attend des fois, bon, une partie de la population tout au moins, parce que nous avons tendance à mettre tout le monde dans le même sac. Madame le disait la dernière fois pour le critiquer, nous avons tendance à parler de la population sénégalaise, de la jeunesse sénégalaise. En fait, vous avez raison quand vous avez parlé de segmentation. Je crois qu'il faut segmenter, parce que c'est beaucoup plus complexe que cela. Mais il faut voir qu'il y a une partie de la population qui réclame une certaine information et qui l'attend, et vous avez parfaitement raison, et qui dit, bon, moi, j'attends, c'est cette information-là que je cherche. Je vais vers cette information. Je veux que le journaliste parle de ça. Et donc, à partir de ce moment-là, nous attendons une information en fonction de nos intérêts, en fonction de nos centres d'intérêt et de nos préoccupations propres, qui sont des préoccupations économiques, politiques, sociologiques, etc. Nous attendons un certain type d'information d'un certain journaliste et d'un certain médium. Et donc, à partir de ce moment-là, nous avons tendance à typer les médias. Bon, si je veux telle information qui m'agrée et qui va dans le sens de mes centres d'intérêt, je vais vers tel médium ou tel autre médium. Tel autre médium ne m'arrange pas parce que l'information qu'il donne n'est pas en adéquation avec mes attentes. Donc, je crois qu'à partir de ce moment-là, il y a, on l'a dit ici, urgence à éduquer une partie de la population dans son rapport avec les médiums, avec les médias. Je crois que c'est excessivement important. Sinon, on va continuer à faire comme ça. On va dire tel médium n'est pas bon parce que simplement, il n'est pas en phase avec mes propres centres d'intérêt. Tel journaliste n'est pas bon parce que ce qu'il dit peut être vrai, peut être utile, mais il ne rentre pas dans le cadre de mes propres intérêts et de mes propres préoccupations. Alors là, ça pose problème quand même. Donc, c'est pourquoi je disais tantôt, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est en phase avec les valeurs? De quelles valeurs nous parlons? Nous nous situons à quel pôle? On a parlé de polarisation, mais c'est de ça qu'il s'agit. Plusieurs pôles qui s'installent et qui se regardent en chien de faïence et qui considèrent que tel journaliste est bon tant qu'il est en phase avec tel pôle. Lorsqu'il sort, lorsqu'il se dépolarise, il n'est plus bon.
il ne défend plus aucune valeur, on n'arrive plus à le cerner. Alors là, à partir de ce moment-là, je crois qu'il est important. C'est ça, moi, l'une des attentes pour moi de ce débat-là, c'est qu'on soulève ces questions en réalité. Est-ce que moi, Adjara dit, bon, elle est stressée parce qu'elle regarde, on lui dit, tu te passes de tel côté plutôt que de tel autre côté. Bon, elle m'a dit tout à l'heure qu'elle m'a invité et que j'ai refusé, tant mieux alors. Mais bon, je n'ai pas refusé, je ne suis pas venu. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça, Mademba, je crois que ce serait bien à ce niveau de prendre la parole, Mademba. C'est un technicien de la communication. Mais je crois qu'en fait, il y a beaucoup de pression qui s'exerce sur le journaliste. Et on dit qu'il doit dire ça. Tel médium, on lui dit, tu dois dire ça. Si tu ne le dis pas, tu n'es pas bon. Alors donc, à partir de ce moment-là, nous avons nos critères du bien et du mal, mais qui sont en fonction de nos propres attentes et de nos propres préoccupations d'intérêt. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la société est ainsi organisée. Nous sommes dans une société fragmentée, avec des groupes différents, aux intérêts différents. Notre devise dit un peuple, un but, une fois. Moi, je crois que ce n'est pas ça. Hein. C'est un peuple, un but, une fois. Moi, je crois qu'il y a plusieurs buts et qu'il y a plusieurs fois. En tout cas, je veux dire que nous sommes dans une société éclatée. Oui. Les attentes sont différenciées et chaque pôle a tendance à critiquer l'autre ou à apprécier positivement l'autre en fonction de la posture de l'autre dans la façon dont l'information est relatée. Voilà. Allez-y. Voilà, merci beaucoup. En fait, moi je suis interpellé depuis le départ, hein, depuis qu'Adjara a parlé jusqu'à vous. Je me disais que je n'allais même pas parler parce que ça se bouscule tellement dans ma tête que si vous êtes 4, chacun avait 7 minutes, je devrais prendre 4 fois 7 minutes. Bon, comme je ne suis pas fort en calcul, je ne sais pas ce que ça veut dire. Par contre, je peux dire que je suis très heureux de voir Lemine. Parce que ce matin, j'ai fait un tweet, un post, et quelqu'un m'a envoyé un texte de Lemine, en me disant que ce dont vous parlez, Lemine en avait parlé. Entre lui et moi, il y a, je ne sais pas faire des calculs, mais il y a 235 000 abonnés de différence. Lui, il est à 250 190 abonnés sur son compte Twitter. Donc ça veut dire que s'il écrit une phrase, au moins 100 000 personnes liront ça. Et ça, c'est un poids. Alors, il a écrit sur Yoro Diaw, je suppose que vous vous en souvenez, qui est un tirailleur sénégalais. Il se trouve que ce Yoro Diaw-là a grandi chez mon père. C'est l'un des derniers tirailleurs sénégalais actuellement. Il a grandi chez mon père dans les années 40 avant d'aller à la guerre. C'est mon père qui l'a mis à l'école. Donc, ça m'intéressait un peu de voir ce que tu as écrit. C'est extrêmement bien ce que tu as écrit. Et pourquoi je lis plus Lemine, qui écrit sur ce Yoro Diaw, qu'un autre? Parce que je pense qu'il n'est pas journaliste. Et c'est bien d'ailleurs qu'ils disent qu'il n'est pas journaliste. Et je suis toujours étonné de ce débat des journalistes sur ceux qui ne sont pas journalistes. Mais tout le monde est libre d'écrire ce qu'il veut. Ça, c'est la liberté d'expression. Tout le monde. Le journaliste, il a des devoirs, il a une charte déontologie, etc., etc., que les autres n'ont pas. Mais les autres sont libres d'écrire ce qu'ils veulent. Maintenant, si le Kidam croit plus celui qui n'est pas journaliste que le journaliste, c'est son affaire à lui. En fait, je pense qu'il y a brièvement 2 inversions de valeurs. La première inversion, c'est que pendant longtemps, et je pense que c'était vrai, nous avons pensé que qui détient l'information détient le pouvoir. Aujourd'hui, c'est celui qui donne l'information qui détient le pouvoir. Avoir de l'information dans sa poche ne sert à rien. Si vous voulez avoir de l'influence, vous donnez l'information. Et l'information, vraie ou fausse, peu importe si vous cherchez un impact. La seconde chose, c'est que pendant longtemps, on a pensé que le message était important. Aujourd'hui, le messager est plus important que le message. Les gens croient le messager, ils n'écoutent même pas le message. Allez demander à un politicien, faites-vous, Adjara, quand vous aurez un politicien, dites-lui que pensez-vous de cette phrase-là, de cette déclaration, n'importe quelle déclaration. Il ne répondra jamais avant de savoir qu'il a dit. Parce que selon celui qui l'a dit ou celle qui l'a dit, il sera d'accord ou pas d'accord.
C'est ça qui se passe dans le pays. Si vous lui dites que c'est Sonko qui l'a dit, ben, il sera d'accord s'il est pacifié. Il ne sera pas d'accord s'il est à pair. Même si vous dites la terre est ronde, peu importe. Il a Sonko qui l'a dit, il a oublié que c'est aplati au pôle. Donc voilà, on en est un peu à ce point-là aujourd'hui, et je pense que ça a toujours été le cas. Je me suis toujours méfié des hommes qui tu es un excellent journaliste. Ça veut dire que tu penses comme moi. Tu es un mauvais journaliste parce que tu ne penses pas comme moi. Djibi l'a dit tout à l'heure. Ce que ce monsieur-là vient de dire, c'est la prétention de tous les gens qui analysent, comme moi. J'ai cette prétention aussi, de dire les gens pensent que... Les gens n'existent pas. Le peuple n'existe pas. Ce qui existe, c'est ma conception, moi, de ce que c'est que le peuple. C'est ma conception, moi, de ce que c'est que les journalistes. Et je crois qu'il faut revenir un peu sur terre, de se rendre compte que, je ne sais pas combien de milliards nous sommes, 80% de ce milliard n'a jamais téléphoné. Si nous, la petite élite, avec nos petits smartphones, avec nos petites salles, avec nos petites discussions, qui pensons dominer le monde, et nous ronronnons entre nous, de tout temps, sur ces histoires-là. Ce Lemine, tu peux écrire ce que tu veux, je ne dirai jamais que Lemine est en train de poser des problèmes. Tant que les gens le suivent, moi, je n'ai pas de problème. Si les gens préfèrent écouter Lemine plutôt que de lire le journaliste, ça veut dire que le journaliste n'a pas de talent pour être préféré à Lemine. C'est tout. C'est tout. Les gens ne réfléchissent pas par rapport à la façon dont l'information est donnée. Le jour, ce qui m'inquiète, c'est ce que vous pensez. Ces histoires d'information brute, vous savez, il faut que je termine parce que moi, je peux aller dans tous les sens depuis le temps que je suis dans le journalisme. J'ai des discussions que j'ai depuis 40 ans. Je donne simplement un exemple très simple. Lemine est créateur de contenu. Vous êtes un citoyen. Moi, Adjara est journaliste. Nous faisons une déclaration. Ce monsieur fume. Ce monsieur estime que le fait de dire qu'il fume est une atteinte à son honneur. Il va porter plainte. Mais il se pourrait que toi, tu sois condamné pour avoir dit qu'il fume, que lui, elle, soit condamnée plus durement pour avoir dit qu'il fume alors qu'il ne fume pas. Parce que toi, tu as dit la vérité, mais il est honoré. Lui, non seulement il dit qu'il fume, mais il a menti. Et le journaliste vient et lui, il a dit qu'il fume et pourtant, il est libéré. Il n'est pas condamné. Mais pourquoi il n'est pas condamné? Parce que quand le journaliste dit d'une personne qu'il fume et qu'il sait que n'importe qui a le droit de fumer et on ne doit pas dire de quelqu'un qu'il fume, mais il a quand même dit qu'il fume, le juge va lui dire, mais pourquoi tu dis qu'il fume? Le journaliste lui dit, je le dis parce que c'est le président de l'association anti-tabac du pays. C'est-à-dire qu'il a une valeur supérieure à son honneur qui fait que l'information doit être donnée. Cette réflexion, le créateur de contenu ne le fait pas. Le réseau social ne le fait pas. Le journaliste, avant de dire quoi que ce soit, va réfléchir plusieurs fois avec deux choses. Est-ce que cette information est digne d'être portée à la connaissance du public? Et est-ce que je vais le dire? Je termine sur un point. De grands journalistes sont dans ce pays. Ils ont été mes stagiaires. Demandez-leur toujours qu'est-ce que je fais avec mes stagiaires. La première chose, ils me font du thé. La deuxième chose, ils vont m'acheter des cigarettes. Et la troisième chose, quand ils écrivent 100 mots, je biffe les 99. Ils disent toujours, grand, tu es méchant. Je dis, je ne suis pas méchant, mets le nom de ton père dans cet article-là et publie. Il dira toujours, oui, mais ce n'est pas mon père. Mais sauf que c'est le père de l'autre. Et c'est ça qui fait que les gens ne comprennent pas. Les journalistes n'ont jamais été crédibles dans ce pays, madame. Moi, je n'étais pas crédible quand j'étais journaliste. Je ne sais pas pourquoi toi, tu as rêvé pour des gens, peut-être que tu voyais d'autres. Mais tout ce que je faisais, c'était de respecter mon code d'éthique et de déontologie. Ce n'est pas sexy.
C'est vrai, c'est pas sexy. C'est plus sexy de dire que l'imam... Parce que... Attends, je termine là parce que... Merci beaucoup, doyen, pour cette contribution. On a encore des réactions dans le public. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est difficile de parler après le doyen Madame Ndiaye. Mais quand on parle de disparition de la presse classique, moi j'ai peur. Donc, et je me suis dit que je vais peut-être prendre la parole. Et monsieur qui parlait, monsieur de NCA, tout à l'heure, quand il a dit que les médias sociaux ils sont assez forts pour ne pas peut-être donner une place aux médias classiques. Je lui dis, les médias classiques, ils donnent de l'information, mais pas pour plaire. Les médias sociaux, peut-être ils donnent de l'information pour plaire. Par exemple, une banque qui parle d'une offre, c'est pour avoir une clientèle. Ça, ce n'est pas le cas pour un média classique. On ne cherche pas à plaire, même si tout à l'heure, Madame Diagne l'a dit, il faut une ligne éditoriale. Mais quand on donne une information, c'est pas pour plaire. Et les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est pour parler le langage des jeunes, genre c'est mélangé. Parce que, voilà, parce que, en fait, il y a plus d'inconvénients. C'est vrai, il y a des avantages, mais pour la santé, les secteurs dans lesquels moi j'évolue, il y a beaucoup de fake news, beaucoup de fausses informations qui circulent. Et vous avez pu le constater lors de la pandémie de Covid-19. Là, il y a une université déjà américaine qui avait fait une interview avec moi pendant 1 heure. Et la dernière question, c'était, par exemple, au Sénégal, quel est le nombre de fake news qui circulent par jour? J'ai dit aux chercheurs, il faut reformuler la question. Il faut dire quels sont les fake news qui survivent. Parce que les fake news dans le secteur de la santé, ils ont toujours existé. Par rapport à la vaccination, c'était avant le Covid. Cette fake news a survécu pendant la pandémie de Covid-19. Et ça a sapé un peu les stratégies pour la vaccination. Et là, les réseaux sociaux ont un peu contribué un peu à la désinformation et les gens ont du mal à aller se faire vacciner. Et quand tout le monde a eu peur de la mort, donc les vaccinopoles ont été assaillis. Parce que là, il y avait la vraie information. Donc moi, la question que je veux poser, tout à l'heure, le sociologue a parlé du pouvoir de la parole. Aujourd'hui, moi, la question que je voudrais poser, comment utiliser la parole pour les médias classiques pour espérer s'en sortir? Parce que quand on parle de disparition des médias classiques, moi, j'ai peur. Mais bon, moi aussi, je vais essayer de survivre comme tout le monde. La première fake news s'est passée le lendemain de la création d'Adam. Adam était au paradis. Et Satan est venu avec son fake news, en lui disant que ce Dieu-là, il t'a interdit cet arbre-là, parce que cet arbre-là va te donner l'immortalité. Il a mangé la pomme, résultat, on est là. Qui a envie de répondre à la question de Awambaye avant de prendre une autre réaction? Oui. La parole, il ne nous reste pas beaucoup de temps, hein? Okay. Une demi-heure? D'accord. Allez-y. Oui, la question, c'est la parole. En fait, oui, je crois qu'aujourd'hui, il faut pouvoir s'adapter. C'est de ça qu'il s'agit, la capacité d'adaptation. En restant, évidemment, sur les valeurs qui sont édictées par le métier, par la profession de journaliste. Mais savoir s'adapter. Et je crois que dans beaucoup de groupes, de plus en plus, on intègre le réseau social. On parle de groupes, quoi, de plus en plus, qui intègrent une dimension réseau social. Oui. Donc, vous avez le classique dont on parle, mais il reste qu'à l'intérieur de ce groupe média, il y a les aspects réseaux sociaux qui sont pris en compte. Je crois. Hein? Effectivement. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a un travail d'adaptation. Maintenant, oui, c'est vrai que quelque part, avec le réseau social, il est absolument difficile d'appliquer la régulation. Moi, je suis un ancien membre du CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel du Sénégal.
C'est absolument difficile. Un des challenges que nous avons eu et qui a constitué un élément de discussion dans nos travaux, c'est la régulation des réseaux sociaux. Excessivement difficile et qui est un problème pour tous les pays aujourd'hui du monde. C'est un sérieux souci. Alors, maintenant, que faire? En attendant d'avoir peut-être des outils qui nous permettent d'agir efficacement, il faut travailler sur l'éducation, sur la sensibilisation. Et pour les médias, je crois que c'est important de pouvoir s'adapter à l'évolution du monde. Parce que les choses évoluent et à un rythme excessivement différent. Donc, il faut s'adapter. Et il faut pouvoir s'adapter, donc il faut évoluer et s'adapter aux différentes catégories. Je donne un exemple. À Saint-Louis, une dame m'a dit que si elle achète ses batteries pour sa radio, si elle achète ses batteries au village, la radio parle langue locale. Mais les batteries s'épuisent vite. Elle dit par contre, si elle achète ses batteries en ville, la radio parle français. Mais ces batteries tiennent longtemps. En fait, je crois que c'est aussi l'adaptation. Il faut lui donner des batteries qui s'adaptent, qui durent longtemps et qui parlent langue locale. Mais l'adaptation, elle serait en termes de contenu proposé. Est-ce qu'il faut se faire dicter la démarche à suivre par rapport à ce que le public a envie de recevoir de nous? Ou c'est dans la manière de donner cette information-là? Quand, par exemple, vous prenez le Wolof et que vous dites, je vais faire le journal en Wolof comme le faisait Kunta. Oui, Bachir Kunta. Un Wolof raffiné, recherché, qui respecte les standards, vous n'allez pas être compris par une bonne partie du public. Et donc, il va plus suivre, quoi. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, bon, c'est quel Wolof je vais parler. Peut-être un Wolof du moment. Même le français, si vous utilisez, je ne sais pas moi, le français classique des Descartes, des Montaigne, des Victor Hugo, imparfait du subjonctif, il fallait qu'on passasse, etc. Mais les gens ne vont pas comprendre. Donc il faut, je crois, être plutôt, il faut tenir compte de ça. C'est ça que je veux dire. Que dans Professeur, justement, la problématique, elle est là. Avant, le journalisme, c'était une élite. Nous, quand on regardait le journal, c'est parce que c'était des gens cultivés à outrance, on s'identifiait, on avait envie d'être, ils employaient des termes, on va chercher le dictionnaire, on s'est dit c'est quoi ça? Et on enrichissait notre propre vocabulaire, notre culture générale en regardant les journalistes. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, on a ce devoir-là d'affaisser notre culture générale pour se mettre à niveau de la population? Ou non, pas de la population, j'aime pas ce terme-là, j'aime pas généraliser, mais au moins une partie de la population pour capter leur attention. Oui, est-ce qu'on a ce... C'est la capacité d'adaptation. C'est quelqu'un a voulu mettre dans un village une usine qui fait des chaussures. Alors, il a envoyé un économiste pour aller faire la prospection. L'économiste va faire son enquête et revient et lui dit, si tu mets ton usine qui fait des chaussures, tu vas faire banqueroute, tu vas faire faillite, parce que dans ce village, personne ne met des chaussures. Alors, il envoie un autre économiste. L'autre va, fait ses enquêtes, revient lui dire, si tu fais ton usine, tu vas gagner beaucoup d'argent. Il dit pourquoi? Il dit parce que dans ce village, personne ne met des chaussures. Il y a un problème. Le premier lui dit, tu vas gagner de l'argent, tu vas pas gagner de l'argent parce que personne ne met des chaussures. Le second lui dit, tu vas gagner de l'argent parce que personne ne met des chaussures. La question, c'est pourquoi les gens ne mettent pas de chaussures. Il faut s'adapter, c'est tout. La bataille, ce n'est pas les médias classiques contre les réseaux sociaux, le mine, hein, c'est pas ça. Mais l'impact, justement, que notre travail, que ce soit le travail des médias traditionnels et que les médias sociaux ont sur notre vie quotidienne. Par exemple, les réseaux sociaux, les enfants aujourd'hui sont sur Internet à longueur de journée. On ne contrôle pas forcément ce que nos enfants, ils regardent, ils scrollent. Ils peuvent justement tomber sur du contenu qui influence leur manière de vivre, leur manière d'être, parfois qui va jusqu'à l'indiscipline, parce qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de désinformations. Lamine, tu crées du contenu utile, mais est-ce que tu es conscient aussi que ce n'est pas tout ce qui est dans les réseaux sociaux qui est utile? Oui, déjà, je pourrais revenir ou rebondir sur beaucoup de choses. Déjà, concernant l'adaptation des médias, déjà les médias au Sénégal, ils font des efforts, surtout pour être actifs sur les réseaux, pour toucher beaucoup plus de personnes. Mais également, aussi, à l'adaptation, il faut adjoindre la flexibilité. Par exemple, moi, je le fais, beaucoup de gens le font. Pour capter, pour maintenir et augmenter son audience, il faut à chaque fois parler
du contexte, parler des choses qui sont en relation avec le contexte du moment. Par exemple, c'est le 4 avril. Parle de l'historique du 4 avril, montre des vidéos d'archives du 4 avril et donne de l'histoire et des informations qui vont sûrement intéresser le public. Parce que tout le monde en parle actuellement. C'est ça, être flexible. Et en même temps, flexible sur le format. Et je vois qu'actuellement, les médias classiques, ils sont en train d'investir sur ça. Les médias internationaux, les médias sénégalais, vous voyez actuellement de plus en plus, ils font des formats comme à l'image d'un influenceur, d'une personne lambda qui prend son téléphone, il interviewe 2 à 3 personnes, pour reprendre l'exemple du premier intervenant, et mettre ça sur les réseaux sociaux. Les médias, ils ont commencé à entrer de faire ce format, et c'est très bien, parce que c'est une adaptation, mais aussi il faut mettre toujours de la flexibilité en deuxième lieu. Et pour revenir à ta question concernant, est-ce que... L'utilité, en fait, le contenu utile dans la non-désinformation, en fait, pour le public. Effectivement. Déjà, moi, je me dis que j'évolue dans les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux sont la fabrique ultime de la désinformation. C'est le moyen le plus viral de lancer une désinformation. Moi, j'ai vu des exemples. Et, par exemple, ça m'arrive avec les conseils du diable. Heureusement, je n'ai jamais fait. Mais des fois, tu maîtrises tellement ton audience, tu n'as pas de contraintes de ligne éditoriale, tu n'as pas de contraintes financières, rien. Tu peux mettre une désinformation juste pour orienter sur ta cible la masse. Et c'est très facile. C'est une question de quelques secondes. Et là, l'exemple de doyen qui parlait de Yoro, il y a au moins un mois invité à aller le voir. Pourquoi? Parce que déjà, l'entité qui m'a invité m'a dit qu'ils veulent que leur information, leur voix passe et touche beaucoup plus de public. Et ils m'ont invité. Je connaissais, je ne savais même pas qu'il y a des tirailleurs qui vivaient toujours. Et je suis allé le rencontrer. On a parlé pendant 3 heures de temps. J'ai pris mon téléphone, j'ai pris quelques notes. Après, j'ai fait un texte qui tenait sur quelques mots, mais qui est adapté à Twitter, à Instagram, à Facebook. Je l'ai mis. Et là, sur un jour, même moins de 24 heures, tu as plus de 2 millions d'impressions. Alors que tu n'as pratiquement pas fait d'effort, à part voyager, aller le voir. Donc, c'est ça, en fait, ce travail qu'il faut. Moi, je me dis que c'est juste l'éducation et la formation. Les journalistes sont formés à respecter l'éthique, la déontologie, ne pas heurter la sensibilité des téléspectateurs. Moi, je me dis qu'actuellement, l'éducation doit être beaucoup plus renforcée pour que, dès le bas âge, à l'école primaire, au jardin, les gens soient formés aux outils numériques pour que eux, devant leur téléphone, ils n'osent pas partager certaines choses pour la désinformation. Madame Diagne, on nous dit maintenant attention à la diffusion de fausses nouvelles. Désormais, c'est tolérance zéro. Est-ce que aujourd'hui, efficacement, l'éducation aux médias, elle s'impose au Sénégal, aux médias, quels qu'ils soient, hein, les médias, les réseaux sociaux, est-ce que ça s'impose et de quelle manière est-ce qu'on peut réussir cela? Oui, tolérance zéro. Il y a l'article 255, si je ne me trompe pas, du Code pénal qui est clair. Hein, c'est de 100 000 à 1,5 million et on a à 3 ans. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Après, la liberté d'expression, oui. Madame Ba le disait, mais la liberté d'expression est apparemment limitée aujourd'hui. On verra. Bon, tout ça fait partie. Donc, l'éducation aux médias, oui, mais parce que ça est le Sénégal. C'est très difficile au Sénégal de mettre ça en place, l'éducation aux médias, l'EMI et à l'information. Moi, je travaille avec un groupe de chercheurs à l'étranger, en France notamment, qui travaillent beaucoup sur l'éducation aux médias et à l'information. Mais c'est très difficile dans nos sociétés. Qu'est-ce qui rend ça difficile? Parce qu'il faut commencer ça à l'école primaire. Les enseignants sont surchargés. L'école primaire, à Yen, est-ce que vous savez qu'il y a encore des classes à double flux? Yen fait partie de Dakar. Hein? Alors, je ne parle pas de l'intérieur du pays. Des classes à double flux. Comment voulez-vous qu'on trouve le temps d'insérer
l'éducation aux médias. Ce n'est pas possible. Donc, en France, par exemple, il y a un financement énorme de l'Union européenne pour l'éducation aux médias parce qu'ils ont des temps de loisirs où ils peuvent insérer ça, les mercredis après-midi, par exemple, où il n'y a pas école. Mais nous, ici, on ne peut pas, même à l'université, on ne peut pas. Parce qu'on est débordé, on est surchargé. Donc, c'est un problème. Et de plus, ça veut dire que ça va être limité à une frange de la population parce qu'il ne faut pas oublier. En France, l'éducation est obligatoire jusqu'à 16 ans. Au Sénégal, il n'y a aucune obligation. Donc, ça veut dire que celui qui est à l'école coranique, l'enfant, ne va pas bénéficier de l'éducation aux médias et à l'information. Donc, je dis toujours, il faut faire attention de ne pas faire du mimétisme et de tomber dans le panneau parce que ça ne servira à rien. On ne peut pas mettre ça en place, sauf de manière très épisodique et très ciblée. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je propose l'éducation à la désinformation. Et l'éducation à la désinformation consiste à aller trouver là où se passe, faire ça là où se passe la désinformation, c'est-à-dire via les réseaux sociaux et dans les langues locales qui sont utilisées comme le Wolof, le Sérère ou le Pulaar. Pour faire de l'éducation, montrer aux gens comment la désinformation se crée, comment on crée du désordre informationnel. C'est ça qui est important. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir une chose, Anna, celui qui n'est pas allé à l'école est beaucoup plus performant que vous en termes numériques. Il maîtrise le numérique, je veux dire, mieux que vous. Si vous faites de l'éducation aux médias et à l'information, vous l'écartez parce qu'il n'est pas à l'école. Mais si vous faites de l'éducation à la désinformation en faisant usage de nos langues locales, là, vous l'impliquez. Parce que c'est là où se trouve le combat aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Bon, après, pour répondre à l'adaptation, oui, mais après, à force de dire il faut s'adapter, c'est ça aussi qui va nous amener vers la désinformation. Bon, je dis nous, je me considère toujours comme journaliste des médias classiques, hein, mais bon. Donc, vous voyez, c'est sien un jour, c'est sien pour toujours, n'est-ce pas? Donc, du coup, vous voyez, Anna, c'est pour faire vite, juste. Donc, c'est ça, l'adaptation-là, c'est à vous de vous imposer. De montrer, nous avons notre ligne éditoriale, nous avons appris l'éthique et la déontologie, le recoupement et ne pas donner une information brute, ça c'est le b.a.-ba du journalisme. Nous ne sommes pas des influenceurs, nous ne sommes pas des activistes des réseaux sociaux. Moi, je ne veux pas dire chroniqueur parce que la chronique est un genre rédactionnel. Effectivement. Normalement. Bon, on a une réaction dans le public. Plusieurs réactions. On va essayer de condenser, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir, moi c'est Yvan, développeur. Moi, ma question, c'est par rapport à Adjara. Elle avait donné un exemple sur un avion qui crache. C'est vrai, la vidéo, ça peut choquer. Mais est-ce que l'information en tant que telle, la vérité, genre, j'ai l'impression qu'avec les journaux, on pense à notre sensibilité, mais est-ce que ce n'est pas infantiliser son auditoire? Parce que je ne pense pas qu'on doit choisir pour moi ce que je suis capable d'encaisser ou pas. Tu vois. Donc c'est un peu ça ma question. Est-ce que ça fait partie de vos prérogatives ou pas? Non, mais moi je disais dans le sens où il y a le respect de la dignité humaine qu'il ne faut pas oublier dans le traitement de l'information. Parce qu'il y a des gens qui ont des familles qui vont voir ça et qui vont forcément avoir des traumatismes parce que on leur a montré les derniers instants de leurs proches. Et ça, c'est de la responsabilité. En tout cas, journalistiquement, on ne peut pas diffuser ce genre d'informations. Donc, il faut savoir, si vous avez envie de voir des drames, l'information est là. Un avion a fait un accident, c'est tout. Il y a tant de personnes qui sont décédées, voici leur histoire. Il n'y a rien d'autre à voir, hein, ou à savoir. Donc moi, c'est là où j'en parlais. Et pour, justement, je voulais intervenir un petit peu par rapport à ce qu'on doit faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en France, ils l'ont peut-être réussi d'une certaine manière, c'est les médias indépendants. Aujourd'hui, vous ne faites pas confiance aux médias traditionnels. Il y a des médias indépendants qui existent et qui donnent de l'information aussi, sauf qu'ils n'ont pas le financement qu'il faut. Mais généralement, ils font le travail. Il y a beaucoup de sujets qui sont traités par les médias indépendants que tu ne trouveras pas forcément chez moi ou chez quelqu'un d'autre. Parce que nous, on a quand même une ligne éditoriale, ou plutôt
S'il s'agit clairement d'un média ou d'une entreprise privée, c'est beaucoup plus complexe parce que le directeur a toujours son petit mot à dire par rapport à la ligne éditoriale. Donc, il y a quand même ce traitement, en tout cas, sélectif. Donc, il y a cette alternative pour vous, population ou le peuple, faut pas dire. Mais pour le peuple, on peut le dire, de faire le choix de vous informer par rapport aux médias indépendants, de diversifier vos manières de voir les choses, d'aller sur plusieurs médias pour voir qui dit quoi, qui fait quoi, et vous faites votre propre opinion par rapport à l'information. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra avancer par rapport à cette influence des médias, parce qu'aujourd'hui, on voit très bien que l'influence n'est pas que information sur des sujets de guerre ou d'hommes politiques. Aujourd'hui, c'est la manière dont nous consommons, la manière dont nous nous habillons, la manière de penser, et beaucoup d'aspects, même l'éducation. Donc ça va au-delà des ragots, ça va aussi dans le mode de vie. Et c'est très important d'être responsable justement par rapport à ce traitement. Moi, je crois que par ma formation, je suis consciente que je ne peux pas faire certaines choses, mais je ne peux pas contrôler ce que fait le MIN. Je ne peux pas contrôler toi, ce que tu as envie de voir. Et moi, cette question me fait rire parce que ce n'est pas pour infantiliser l'opinion, c'est pour être responsable et de savoir qu'on traite de l'information, mais on n'est pas des animaux. Il faut être aussi sensible à l'autre, il faut avoir ce degré d'humanité qu'on devrait tous avoir de nos jours. Je pense que c'est l'une des premières leçons de journalisme qu'on apprend justement dans les écoles de journalisme. Il faut se mettre à la place de celui à qui on transmet cette information par rapport justement quand il y a un accident, quand il y a n'importe quel drame, il faut se mettre à la place de la personne qui reçoit cette information-là. Ça, c'est une leçon de journalisme, par exemple. On avait une autre réaction. Anna, je propose qu'on prenne l'ensemble des questions pour pouvoir... Peut-être que... On y va, oui. Bonjour tout le monde, je m'appelle Amadou Dia, responsable communication, volet presse de l'Institut français. Donc, je veux d'abord vous remercier pour la qualité des échanges et félicitations aussi à Nogaï, comme d'habitude, pour le bon cru. Moi, ce n'est pas une question, c'est une contribution. Et peut-être même par rapport au titre aussi, parce que je consomme beaucoup de médias occidentaux et particulièrement anglo-saxons. Si j'étais moi, j'aurais dit pour le titre, et si les réseaux sociaux guidaient notre quotidien. Parce que je prends exemple, je suis quelqu'un de nostalgique. Dans les années 90, j'étais certes jeune, mais j'ai regardé beaucoup le 20h de la RTS avec Elisabeth Ndiaye, Daouda Ndiaye, Mignel Barossei, Mohamed Sek. Et là, j'étais jeune, mais j'aimais l'information. Et la population aussi aimait l'information. On regardait aussi la cantine. Le kiosque était très fréquenté, avec des discussions très constructives. Et 20 ans après, Internet est venu. Et la population s'est liquéfiée en termes intellectuels. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça rejaillit sur les plateaux. La petite phrase, la petite formule qui va faire mouche. Par exemple, si je prends un titre sur YouTube, Sonko répond à, comme hier avec PAF, il n'y aura pas de clic. Mais quand je dis Sonko, atomise PAF, là j'aurai des clics, putaclic comme on dit. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus la population, comme l'a dit Doyen, s'en fout des lignes éditoriales. Je consomme ce qui me conforte dans mes positions politiques aujourd'hui. Parce qu'il n'y a plus de ligne éditoriale, on singe également, comme l'a dit tout à l'heure mon ami Julien, c'est le sensationnalisme également. La population n'a plus besoin de réfléchir, non. Elle regarde ce qui l'intéresse, c'est tout. Et les médias également, ils ont joué le jeu. Je prends en Occident, CNews avec Bolloré, Fox News. Là, ils disent n'importe quoi, mais la population achète. Quand Trump dit qu'il y a des chiens on mange des chiens, des migrants mangent des chiens, moi j'aurais cru qu'elle allait les perdre, mais au contraire, il a eu des voix. Donc pour dire qu'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui guident, qui donnent le tempo. Donc, et les médias pour vendre également, parce qu'on vous oublie toujours que vous êtes des entreprises, que vous devez faire du profit. Et maintenant, et pour faire du profit, les médias sont prêts à dire n'importe quoi, à part du moment qu'on a du profit. Et ça, c'est quoi? C'est la même sociologie que les réseaux sociaux. Donc pour moi, c'est ma modeste contribution, c'est les réseaux sociaux guident notre quotidien. Et les médias, malheureusement, suivent le pas des réseaux sociaux. En Occident, on voit quoi? C'est des podcasteurs qui dictent le tempo. En France également, en Angleterre surtout. Moi qui ai vécu au Canada, c'était ça. C'était les réseaux sociaux qui donnaient le tempo. Tu ne pouvais pas avoir de gains si tu ne passais pas sur un podcast ou bien sur la chaîne YouTube comme Jordan Peterson, l'intellectuel de gauche qui est en vogue pour les conservateurs. Si tu ne passes pas chez lui, tu n'as rien. Tu préfères même sacrifier un grand média pour passer chez Jordan Peterson.
C'est un Canadien sociologue qui est actuellement, il a le vent en poupe chez les conservateurs. Donc pour dire aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Je suis désolé de dire ça, mais la presse, elle est derrière. Parce qu'aujourd'hui, le monde veut ça. Le monde s'en fout de la vérité. On est dans l'ère de la post-vérité. Que tu dis de la vérité, on s'en fout. L'important, c'est que tu dois choquer et conforter la personne qui te suit dans ses croyances politiques et sociétales. Donc c'est juste une contribution pour ça. Merci beaucoup. Bon. Je m'appelle Jacques Lévy, simple citoyen. Bon, il me semble qu'il y a un des problèmes qui se pose aux médias dits classiques, c'est le problème de l'illettrisme et de l'alphabétisation d'une grande partie de la population encore. Ça l'a toujours été. C'est plus facile de prendre des images que de lire des textes. Mais surtout, il me semble qu'il y a un autre problème de désinformation, c'est la non-information. Tous les jours, quand je vais faire quelques courses, il y a un marchand de journaux, je regarde toutes les unes. Elles sont presque toujours toutes auto-centrées sur le Sénégal, sur la vie politique au Sénégal. Le Sénégal, c'est 17 millions d'habitants qui ont autant de valeur que les autres, mais c'est 17 millions sur plus de 8 milliards. Et il y a tellement d'événements dans notre monde en ce moment qui vont jouer sur la vie de chacun d'entre nous, sur toute la Terre, dont on ne parle jamais. Il y a des guerres atroces dans pas mal d'endroits du monde, et il y en a une en Afrique dont on ne parle jamais. Ailleurs qu'au Sénégal, c'est le Soudan, par exemple. Quand je parle avec des gens ici, y compris des étudiants dans le supérieur, ils ne savent même pas qu'il y a une guerre atroce au Soudan depuis des années, et qu'il y en a une autre qui va redémarrer au Sud-Soudan, qui est en train de redémarrer. Alors que ça influe, tout ce qui se passe dans le monde influe sur nos vies. Quand notamment Trump décide d'arrêter l'USAID, il y a combien d'enfants au Sénégal qui bénéficiaient de programmes pour la santé ou pour bouffer, qui vont disparaître? Au quotidien, ça va tuer des gens partout dans le monde. On en parle pas. Je trouve que la presse sénégalaise, les médias sénégalais, sont trop autocentrés. Ça fait 21 ans que je vis au Sénégal. J'ai entendu parler de la presse française. Elle est dans un triste état, effectivement. Bonsoir, je suis Abdel Issouf Ouattara. Précisément, mon intervention est... Moi, je pense, en fait, la désinformation est due aux intérêts très souvent économiques, simplement. Pourquoi je dis ça? Un enfant d'Afrique où le chômage est très élevé, qui a un téléphone aujourd'hui et de la connexion, qui peut divulguer de fausses informations et obtenir des revenus économiques, va bien sûr le faire. On est sûr. Du coup, c'est la même chose aussi en Europe. Un enfant qui a tout ce qu'il faut, des machines et tout, à sa portée, qui a la flemme de sortie, qui peut diffuser de fausses informations pour obtenir des sous, bien sûr, il va le faire. Donc, pour les médias traditionnels, aujourd'hui, il y a la concurrence. Plus tes médias sont vus, plus tes médias sont reconnus, plus tes médias ont la gloire et le succès. Donc, c'est la compétition. Du coup, il faut donner des informations clés, pas forcément des informations nécessaires au peuple. C'est différent. Par exemple, la dame là a souligné que l'information universitaire qui était là, où on donnait les diplômes, et l'information judiciaire. Vous avez vu qu'ils ont préféré divulguer l'information judiciaire, justement parce que ça atteint tout le peuple, du gouvernement à celui qui est dans son champ. Mais l'information universitaire, généralement, ça ne touche que les jeunes de l'université. Du coup, les médias vont publier l'information judiciaire parce qu'ils savent que ça va toucher une majorité de personnes. C'est normal, parce que c'est le nom, c'est leur dignité, c'est leur niveau qui est en jeu par rapport aux autres médias. Donc, il faut qu'ils agissent comme ça. Donc, tout simplement, ce qu'on peut dire, c'est que
cette question rejoint une grande question, en fait, philosophique, qui dirait que, est-ce que le mouvement dans lequel nous sommes dans ce monde, ce mouvement est indépendant ou dépendant de nous? Dans le sens où, est-ce que ce qui se passe vraiment est ce qui peut se passer ou c'est ce qui doit se passer? Ce qui peut se passer, c'est-à-dire, on peut changer ça si on veut, oui ou non. Dans le cas où c'est ce qui doit se passer, ça veut dire que c'est indépendant de nos mouvements. Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Sam, je suis entrepreneur, je travaille sur la question de l'économie sociale et solidaire. Moi, la seule question que j'avais, c'est en tant qu'aujourd'hui, parce que nous, en tant qu'entrepreneurs sociaux, nous expérimentons à travers tous les territoires nationaux. Et la seule question que j'avais, c'est une question, bon, je parle de manière générale en information. Aujourd'hui, trouvez-vous pas une solution de travail ensemble entre créateurs de contenu, entre journalistes et entre chercheurs, par exemple, pour rendre le périmètre stable? Parce qu'aujourd'hui, on l'a vécu au Sénégal, hein, on a vécu des années où il y a une boule d'information. Aujourd'hui, même le vendeur de café est spécialiste en politique, parce que quand tu parles avec un vendeur de café, tu reçois des informations que toi qui as le doctorat en sciences politiques, tu ne possèdes même pas. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, tu ne trouvez pas en moins aujourd'hui de travailler entre créateurs de contenu, médias classiques et chercheurs, essayer de stabiliser le périmètre et l'État aussi à son niveau, essayer de vous rejoindre dans ce travail-là. Merci. Merci beaucoup. Je vais résumer toutes les questions et en formuler une dernière moi aussi. Et comme ça, on fait un rapide tour de table, 2-3 minutes, ça ira, je pense, par intervenant. Donc, il y a la question sur les médias. Est-ce que les médias ne sont pas trop auto-centrés sur la politique au Sénégal? Est-ce que la vie politique n'a pas pris le dessus sur le contenu des médias classiques? Ça, c'est une préoccupation. Ensuite, l'indépendance des médias. Est-ce qu'on est forcément guidé par les intérêts économiques, les différents milieux, les différents lobbies qui sont là, le lobby religieux, le lobby économique, le lobby politique, en tout cas, tout ce qu'il y a comme intérêt. L'indépendance des médias. Monsieur demande, est-ce qu'une possible collaboration entre médias classiques et médias sociaux pourrait peut-être changer la donne? Et moi, Amadou, il est assez affirmatif. Il pense que ce sont les réseaux sociaux qui rythment notre quotidien. Mais moi, je demande, dans un pays comme le Sénégal, où la fracture numérique, elle est encore assez énorme, est-ce que cette affirmation est valable? Voilà. 4 questions. Je vous laisse la parole avant de conclure. Oui, bon, moi je voudrais juste rappeler et m'en tenir à ça, que les médias sont constructeurs de pouvoir et sont aussi au service du pouvoir. Moi, c'est ça que je voudrais rappeler, qu'en réalité, lorsqu'on est porteur de médias, lorsqu'on s'appuie sur un média, lorsqu'on est accompagné par un média, ça nous donne de la force. Donc, force pour un groupe, force pour un individu, force au service d'une catégorie. Et qu'à partir de ce moment-là, lorsque nous sommes dans une société, nous sommes dans un monde où il y a une compétition entre les groupes, il est clair qu'on va assister corrélativement à une compétition entre les médias. Chaque média travaillant dans le sens de la préservation ou du renforcement du positionnement de la catégorie ou du groupe pour lequel on est en partenariat. Il faut le comprendre comme ça. Que donc, de ce point de vue-là, il est difficile de voir un média innocent. Je mets innocent entre guillemets. Je vais mettre innocent. Oui, que ce soit le réseau social, etc., totalement innocent, totalement aseptique, il y a toujours un intérêt derrière. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est dans quelle mesure, et je crois que la question a été soulevée, c'est dans quelle mesure ce pouvoir-là pour lequel on est en train de se battre est au service des populations de façon générale. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on parle du paysan? Est-ce qu'on parle du pêcheur? Est-ce qu'on parle de l'éducation? Est-ce qu'on parle de la santé? Et dans quels termes on parle de ces différents aspects? Est-ce qu'on parle de la culture? Est-ce qu'on parle des traditions? Est-ce qu'on parle des usages? Mais dans le sens de créer une vraie unité autour de l'essentiel et de comprendre que les enjeux, c'est le développement, mais le développement de l'humain
Je crois que c'est important, pas seulement le développement de X, de Y, de Z, le développement de l'humain. Est-ce que donc nous sommes aujourd'hui capables de faire en sorte que tous nos travaux, toutes nos énergies soient orientées vers le développement de l'humain? Le professeur Djiby touche un point très important, l'intérêt général, qui doit être en tout cas un leitmotiv pour les journalistes. Toute information doit être de portée générale, d'intérêt général. Madame Diagne. Oui, si je m'exprime en tant que spécialiste de la science politique, je dirais que l'espace public est un espace politique. Parce que la politique, ce n'est pas la politique péjorative, politicienne, mais c'est aussi les politiques publiques. Tout est politique, donc. Et il y a quelqu'un qui disait, je crois, offrez-moi une grande actualité, je vous offrirai de grands médias. Ce qui crée l'actualité, à savoir les politiques et les citoyens ordinaires, nous offrent en tout cas une actualité centrée sur la politique. Et donc, tous les médias parleront de politique parce qu'eux aussi, il y a des problèmes économiques. Adjara vient de souligner ça. Donc, il faut bien que ces médias-là survivent. Donc, il faut qu'ils vendent leurs produits. C'est aussi simple que ça. Donc, ils vont préférer parler comme vous l'avez dit, des universitaires primés ou de la guerre au Soudan, parce que l'information aussi, dans la hiérarchisation, c'est la proximité, n'est-ce pas? Le journaliste, je n'ai pas oublié, c'est ça, non? Géographique. Et la loi de la proximité. La loi de la proximité. Et donc, au lieu de parler du Soudan, ils vont préférer parler de Abdounger. Et justement, parlant de Abdounger, moi, j'aime bien évoquer ça. Quand je parle de Abdounger à mes étudiants, je dis, j'organise un débat, ils me disent, il est hors de question, madame, ici, c'est le C6, c'est l'élite. Je dis, d'accord, mais Abdounger a du succès. Pourquoi? Parce qu'il a de la rhétorique. Oui. C'est tout. Et il a répondu aux journalistes en leur disant, vous ne faites pas votre travail, c'est pour ça que j'ai pris votre place. Est-ce que ce n'est pas une réalité? Je pose la question aux journalistes, parce que la nature a horreur du vide. C'est une réalité. Et donc, il s'est engouffré dans ce vide-là pour se créer lui-même. Et effectivement, vous dites ce que vous disiez sur la place des réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai parlé de l'intermédiaire agenda setting. Peut-être les réseaux sociaux ont de l'influence sur le traitement de l'information dans les médias classiques, mais moins sur les Sénégalais parce qu'il y a cette fracture numérique. Donc, en gros, pour résumer et faire vite, moi, je pense que c'est aux journalistes de revenir à l'essentiel et de ne pas être dans le mimétisme, parce qu'il faut se dire que vous êtes des professionnels de l'information et c'est la science. Les autres ne sont pas dans la... Et les gens auront toujours confiance aux médias traditionnels quand il s'agit de bien s'informer. Il faut se rendre compte quand il y a un discours du président ou du Premier ministre. Les gens ne vont pas forcément écouter ce qui se passe sur TikTok. Peut-être ça les amuse à un moment donné. Mais quand c'est du sérieux, ils vont écouter la RFM ou 2S ou je ne sais quelle chaîne. Parce que c'est là où ils peuvent trouver de l'information crédible. Et ce n'est pas demain, la veille de la disparition des médias classiques. En tout cas, je l'espère. Merci. Merci beaucoup, Madame Diagne. Lemine, cette entente ou cette probable collaboration entre les médias sociaux et les médias classiques, est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce qu'on doit aller vers cela? Oui, et juste pour rebondir sur votre conclusion, je dirais que aussi s'il y a un problème à soulever et que je vais vous poser, les journalistes classiques, les médias classiques, c'est que de plus en plus, les hommes politiques, les présidents de la République, de même que les entités publiques contournent les médias classiques. Maintenant, ce qui se passe à l'Assemblée, c'est en direct sur les réseaux sociaux. Et maintenant, les réseaux sociaux mettent tout le temps des mises à jour qui permettent de faire des directs, des diffusions sans passer par les médias classiques. Donc ça aussi, c'est un problème à prendre en exact. C'est pourquoi, actuellement, ce travail de collaboration entre les acteurs des médias sociaux et les acteurs des médias classiques est crucial pour, je dirais, recentrer le partage de l'information, mais également atteindre le maximum
de personnes. Parce qu'il y aura toujours cette personne qui va vers le média classique parce qu'il pense que c'est le médium classique qui donne la bonne information. Il y aura une partie de la jeunesse où cette personne qui va préférer aller vers le média social pour prendre l'information. Donc, imaginez-vous, moi, j'ai fait l'exemple avec, excusez-moi de la publicité, avec la 2S. Mes articles en histoire, après les recherches, je pars à la 2S. Et la 2S me donne un temps d'antenne. Et là, je peux toucher celui qui utilise de l'énergie solaire, qui habite à Kédougou, qui n'a pas accès à la connexion, mais qui a accès à la télé et qui pourra me regarder et voir ce que je fais. Donc, c'est une collaboration qui est, je dirais, indispensable, nécessaire, et que les acteurs qui sont actuellement au Sénégal doivent aller dans ce sens. Voilà. Merci beaucoup, Lamine. Peut-être que les médias classiques sont un peu moins bruyants, mais que ce soit à l'Assemblée nationale ou partout ailleurs, on est encore là. Et on fait tous les jours appel à nous, les directions ou les ministères. On nous envoie des couvertures médiatiques chaque jour. Quand on n'est pas là, on nous appelle. Alors vous venez? Ça, il faut vous rassurer. Parfois, il y a juste une partie visible de l'iceberg, mais ce n'est pas tout ce qui se dit. On est encore là et j'espère encore pour longtemps, hein, tant qu'on fait bien notre travail, parce que le métier aussi continue d'être animé par des gens passionnés par ce métier-là. C'est vrai, on a été infiltré par des gens qui sont à la recherche de buzz, de notoriété, mais il y a des journalistes encore très, très passionnés par ce qu'ils font. Ouais. Adjara, la conclusion? Bon, j'ai l'impression que je représente totalement les médias traditionnels. Mais ce que je veux dire, c'est rebondir par rapport à ce qu'il a dit, par rapport au direct et tout cela. Oui, on le voit. C'est pas comme si on ignorait que ça existe. On sait que cela existe. Et comment on fait pour que nous aussi, on nous accorde ces moments-là? Et c'est pour cela, tu l'as si bien dit, les médias traditionnels se réadaptent. On est sur les réseaux sociaux. La 2S, aujourd'hui, tu peux suivre le journal en direct à 20h, autant devant ta télé, autant sur ton smartphone. On a compris cela. Et quand tu parles de recherche, de documentation par rapport au sujet que tu as traité sur les réseaux sociaux et que notre doyen a si bien apprécié, aujourd'hui, si tu fais l'effort d'aller sur la 2S pour le 4 avril, tu verras qu'il y a beaucoup de documentaires qui ont été produits pour justement parler de ces questions-là. C'est ce que je disais depuis le début, c'est qu'aujourd'hui, les intérêts, c'est les téléspectateurs, c'est les auditeurs, c'est les lecteurs, c'est qu'ils ont envie de voir des choses par rapport à comment on les traite. La ligne éditoriale, elle a si bien. Ouais, je pense qu'il y a encore des médias qui ont une ligne éditoriale et ça impacte beaucoup. Alors, la 2S, aujourd'hui, je pense qu'on fait partie de ces médias RFM, RTS, où aujourd'hui, on nous accorde encore on a de l'audience, on le voit même à l'international. Moi, je voyage en Europe, je peux capter la 2S, je peux capter TFM, je peux capter la RTS. Donc, on a encore ces retours de la diaspora et qui nous disent ce qu'ils veulent. Et ils nous appellent, nous parlent de leurs problèmes, et ces sujets, c'est des sujets qu'on va traiter sur nos plateaux. Aujourd'hui, moi, je pense que les médias, c'est un contre-pouvoir et que c'est nous, la population, qui devons être plus exigeants par rapport à nous, ce que nous faisons. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on se fera plus confiance. Si on a un peuple très exigeant, on fera le travail. Mais si on voit que, même si on produit... Moi, je le prends mon exemple. Hein, quand je fais mes trucs littéraires, personne ne regarde. Hein. Bon, je fais la promotion des auteurs. Je pense que beaucoup me reconnaîtront peut-être pas parce que je ne fais pas ce qui intéresse le plus. Il faut que je sois dans la politique, que je boxe avec le ministre tel. Et je pense que les meilleures audiences ou les meilleures réactions que j'ai eues, c'est quand j'avais le ministre de la Pêche, de l'époque de Macky Sall, qui parlait de choses que je comprenais et que je pense qu'il faisait de la malinformation, il manipulait et que je ne me suis pas retenue. J'ai dû
lui dire il faut revenir à l'essentiel, parce que là, il y a des téléspectateurs. Et c'est là que j'ai compris que les gens, ouais, la fille qui avait des locks, elle était pas mal, quoi. Alors que ça fait 10 ans que je suis là, quoi. Donc voilà, on en est là. On est dans une société où, quand tu fais des choses utiles, les gens ne t'accordent pas forcément l'intérêt que tu devrais avoir. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que les journalistes, comme moi, par exemple, moi, des fois, il y a des choses, je le fais par passion, mais je sais très bien que personne va me regarder. Et c'est bien dommage, parce que c'est ce qui démotive la plupart des journalistes. Il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui qui préfèrent aller travailler dans des institutions, dans des ministères, qui préfèrent se tourner vers la communication. Et heureusement, si tu es journaliste communication, tu as la licence ou le master en communication et tout, tu peux avoir quelques échappatoires, parce que tu peux te dire que si ça ne marche pas avec le journalisme, je peux me tourner vers la communication. Donc on en est là. Pour conclure, pour ne pas monopoliser la parole, je pense que cette éducation, c'est au peuple de s'auto-éduquer déjà, de prendre conscience qu'il y a un gros problème, on est problématique au Sénégal. Il y a cette fissure de la société qui fait qu'aujourd'hui, on ne s'entend pas sur tous les sujets, mais on reste quand même un grand pays démocratique. Et je le pense, aujourd'hui au Sénégal, cette démocratie, c'est alloué, c'est que tous les sujets peuvent être débattus partout. Donc voilà, pour le moment, on espère. Merci beaucoup, Adjara Cissé, journaliste à la 2S TV. Merci beaucoup encore au professeur Djibi Diakhaté, sociologue. Merci, professeur Yacine Diagne, politiste, enseignante, chercheur. Merci beaucoup, Lamine Ndiaye, créateur de contenu. J'avoue que je suis vraiment pas madame réseaux sociaux, moi. Je suis encore très classique dans ma tête, malgré mon jeune âge. J'aime bien ça, mais ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas du tout. Merci à tout le public. J'espère que le débat a été enrichissant. J'espère que vous avez appris certaines choses. Merci aussi d'avoir participé, d'avoir aider, contribuer à enrichir les différentes prises de parole. Merci à Nogueï de l'Institut français, à Modoudia et à Madame la directrice. Merci beaucoup et très bonne fin de soirée à tous.